Un mélange de SF érotique et de suspense pour notre plus grand plaisir. Je pense qu'il n'y a pas meilleure phrase pour décrire le manga qu'on abordera aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Labdocto. Aujourd'hui nous parlerons de mon coup de cœur de cette année en termes de lecture, à savoir le manga World's End Harem. Comme d'habitude, si le podcast est un type de contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça aiderait énormément la chaîne. Petit rappel, bien évidemment, vu qu'il s'agit d'un podcast, il n'y aura aucun spoil iconographique majeur. Par contre, ça va spoiler. Au moins, comme d'habitude, vous êtes prévenus. Alors oui, pour ceux qui connaissent ce manga, c'est un manga avec du sexe dedans. Donc pas tout public. Mais c'est pas vraiment un hentai, ce que je cherchais à la base. Oui, vous pouvez me juger, et je m'en cache, que j'aime beaucoup l'univers de la sensualité. C'est dur de trouver des mots pour éviter toute censure de YouTube. Quand je vois que la tête de Sayori m'a valu un avertissement, je me méfie. Et je voulais donc trouver un hentai pour le lire et me faire mon avis dessus. Sauf que je suis plus tombé sur du ecchi, un truc en gros où il y a des formes généreuses et du sexe, mais tout ne tourne pas autour du sexe. Certains le considèrent comme un hentai car il y a du sexe explicitement montré, mais un hentai c'est vraiment juste du sexe et l'histoire n'est même pas secondaire, elle est tertiaire. Je viens de lire le règlement de YouTube et j'ai très peur pour la suite de ce podcast. Au cas où je le passerai en plus 18. Mais ça me fera mal pour la visibilité du podcast, bref, je continue. Déjà, une anecdote très drôle sur la découverte du manga, qui est très drôle car j'ai fait un foreshadowing de ma propre vie. Ma première interaction avec l'œuvre est l'animé. Si vous me connaissez un peu, vous savez que moi et les animés, c'est pas la grande histoire d'amour. En fait, je suis tombé sur une scène où un personnage touche les seins d'une fille bien foutue en disant qu'ils ont la texture de marshmallow. En tant que grand détraqué, ça m'a fait rire, en plus d'être assez intéressant, on va dire. Puis quelques années passent, et j'oublie complètement l'extrait. Je connaissais même pas le nom du truc. Vient ensuite 2024 où je cherche des hentai, ne m'y connaissant absolument pas, et voulant trouver quelque chose par moi-même et non des recommandations, je décide d'aller dans une librairie spécialisée. Coucou au passage à la librairie La Voix des Bulles à Saint-André à La Réunion, et je prends en photo le côté du manga car j'y vois de très jolies demoiselles et j'aime ça. Encore une fois, je m'en cache pas. Puis fin 2024, je décide d'acheter les tomes. Faut savoir que moi quand j'achète un manga, généralement je prends l'intégralité quand le manga est fini. Donc en début d'année, j'achète jusqu'au tome 17 et j'attends que le 18e tome soit traduit en français, ce qui est fait vers mai-juin de cette année. Donc désolé à ceux qui attendent l'animé, mais là ça spoil sévère. Et ça a été une surprise totale, je ne m'attendais pas à un scénario et des personnages aussi satisfaisants à suivre. Et vraiment cool. Donc on peut enfin commencer. World's End Harem, ça parle de quoi? On est en 2040 et on fait la connaissance de notre protagoniste principal, Reito Mizuhara. Jeune atteint d'une sclérose des cellules, une maladie grave, et doit ainsi se faire cryogéniser 5 ans en attendant de trouver une solution. Notre jeune protagoniste, juste avant de se faire cryogéniser, déclare sa flamme à son amie d'enfance, Elisa Tachibana. Lors de la cryogénisation, sa demoiselle lui dit qu'elle l'attendra même s'il faut attendre 5 longues années. En se réveillant, donc en 2045, Reito se réveille, mais ne retrouve pas ses repères. Il fait la rencontre d'une personne ayant une grande importance, Mira Suo, celle qui se chargera de s'occuper de lui. Elle lui explique ce qui s'est passé pendant ces 5 ans. Un virus nommé MK, pour Men's Killer, a décimé la quasi-totalité des hommes, le peu d'hommes restants étant cryogénisés pour éviter la fin du sexe masculin. Heureusement, Reito, grâce à sa maladie, possède une immunité naturelle au virus MK. Il n'est pas le seul à posséder cette immunité, et on lui fait savoir qu'il y a 4 autres personnes comme lui, et qu'il est le deuxième sorti de son sommeil. Et c'est ainsi que le titre du manga prend tout son sens. Dans ce nouveau monde, il y a 5 hommes restants pour 5 milliards de femmes. Il faut repeupler la Terre en faisant en sorte que les numéros fassent le plus d'enfants possible, avec le plus grand nombre de femmes. Sauf que Reito, lui, a fait une promesse à sa bien-aimée et possède des principes et refuse de participer au repeuplement de la Terre par le processus appelé mating. Lui veut retrouver un remède contre le virus en plus de retrouver sa bien-aimée, Elisa, la seule avec qui il acceptera de faire des enfants.
Je vous ai hypé? Non, parce que moi, ça a marché direct. Le scénario est bien, et je veux dire, déjà juste là, j'ai trop de choses à dire. Ce podcast sera l'inverse de celui sur Miraculous. J'avais trop de choses à dire en mal sur Miraculous. Là, j'aurai trop de choses à dire en bien. Maintenant, on entre dans le spoil. Déjà, là, on a l'introduction des personnages et des situations qui vont s'opposer. Le gouvernement qui veut que l'autre soit littéralement un lapin face à lui qui refuse catégoriquement. D'ailleurs, il rencontrera Hino, qui est le numéro 1, et qui est un bon vivant, qui profite très bien de la situation en faisant son devoir de reproducteur hors pair. Au fil de l'histoire, on nous introduira les numéros. On les suivra indépendamment jusqu'à certains moments, et nos personnages vivront retournement de situation sur retournement de situation. Les personnages de ce manga sont juste incroyables, et sont vraiment la force de l'œuvre, et je dis pas ça parce que je me suis rincé l'œil sur certaines d'entre elles. Non, ils sont tous, hommes comme femmes, des personnages complexes, attachants, nous faisant vivre des émotions incroyables. Et il faut que je traite du sujet du podcast l'égalité homme-femme. Là, vous vous dites qu'avec une histoire comme ça, comment c'est possible de parler d'égalité homme-femme? Je veux dire, le scénario de l'histoire rabaisse littéralement la femme. Sauf que, non! Le manga traite de sexualité de manière très adulte, dans le sens où il y a des femmes qui ont très envie de faire, des hommes un peu moins, voire même des hommes qui veulent pas du tout. Le consentement est hyper important. Par exemple, pour pratiquer le mating avec une femme, il est dit qu'il est interdit de le faire si la femme ne veut pas, car ce serait contraire aux droits humains. Et je déconne pas quand je dis que ce manga parle de sexualité tellement bien, que ça m'a fait réfléchir moi-même en fait. D'ailleurs, les situations des divers numéros seront toutes différentes, et ils seront tous hyper intéressants à suivre. Je vais continuer sur l'histoire car c'est toujours banger. Donc Raito fait ensuite la rencontre de Akane qui est infirmière et possède de jolis arguments, et suit sa garde du corps personnelle. Ensemble, en plus de chercher des traces sur Elisa, vont chercher des infos pour trouver l'origine du virus. Comment en faire un vaccin, car j'ai oublié de le mentionner, mais Raito est médecin de formation, tout comme cette André Elisa. Comme dit précédemment, on les suivra eux dans leur quête, et juste le côté enquête sur ce qui s'est passé est cool. En plus d'avoir sérieusement prédit l'avenir, car le manga parle de pandémie et d'IA qui fait tout, de la place de l'homme dans son environnement, franchement c'est super à lire. Par exemple, Hino, le numéro 1, j'aime beaucoup le fait qu'il préfère que, pour lui, tout soit fait par des humains et non par des IA. D'ailleurs, c'est drôle de voir sa relation d'abord avec Raito. C'est bien qu'il n'y ait aucune animosité entre eux. Ensuite, Hino, c'est vraiment quelqu'un de bien. On pourrait croire que c'est une ordure parce qu'il a une sexualité débridée et dit que c'est le paradis ce qu'il vit. Mais c'est une bonne personne. Pour lui, chacune des femmes avec qui il pratique possède une grande place dans son cœur. Il les aime toutes pareil, sans distinction. Et c'est drôle qu'il en ait même une préférée. Puis Raito cherche à faire des recherches sur le vaccin, et on tentera de le capturer et de l'en empêcher. Il fera la rencontre d'une femme du gouvernement complètement tarée qui veut l'obliger à copuler. Heureusement que celui, sa garde du corps, est là pour le protéger. Et juste cette tension constante entre les personnages qui empirent au fil de l'aventure, c'est plaisant. D'ailleurs, Hino tombera raide dingue de la sœur de Raito, sauf que bon, la relation n'aboutira jamais car Mahiru refuse de pratiquer le mating, ce qu'elle trouve répugnant. J'enchaîne ensuite sur le 3e numéro qui nous est présenté, Shota Doi. Et déjà là, c'est génial son background, où c'est un ancien élève qui déteste le lycée car il s'y est fait harceler, avec des frappes, des insultes, des humiliations. Ces harceleurs aimant bien le surnommer avec un surnom faisant référence au sex doll. Donc il a vraiment subi un enfer. À partir du moment où Shota arrive dans l'œuvre, tout devient encore mieux sur les personnages et leur psychologie, les enjeux deviennent encore mieux. Et quand je disais que ce manga devrait être à la fois lu par des féministes et des machos, c'est pour l'égalité pure entre les deux sexes. Shota a été harcelé et je trouve ça génial que Karen, qui a mis à sa responsable, lui mette dans un environnement rempli de femmes, reproduisant une allure de lycée. D'ailleurs, la seule personne qui avait été sympa avec Shota avant sa cryogénisation était sa prof, sur qui il avait un crush, qui va finir par bam bam bam, on va dire ça comme ça. Bien sûr, Karen, qui est là pour servir l'intérêt du Japon, fait tout. Il copule le plus avec d'autres filles, et c'est super de le voir au début pas aimer l'ambiance, et petit à petit, naturellement, nouer des liens avec les filles. Il y a une véritable transformation du personnage que j'aime beaucoup. Lui, le nerd mal aimé, déjà, est aimé par une classe entière,
et ensuite se laissera petit à petit envahir par ses pensées, sans pour autant être un monstre. Il a du respect envers chacune des filles qu'il côtoie, et cette métamorphose sera illustrée avec une de mes chouchous, à savoir Akira Todo, qui est bien gaulé, et qui vraiment a envie de se farcir Shota. Et la scène de « laisse-moi toucher tes seins », qu'il désamorce ensuite en disant qu'elle est pas obligée, elle le fait quand même par amour. Quand Karen lui expliquera que toutes les filles sont là pour le niquer, il se laisse aller. Et tout ce que je dis, c'est en même temps qu'on continue de suivre les deux autres numéros. Raito, lui, sera bouleversé car le gouvernement veut lui retirer Miratsuo et lui mettre une autre. Donc là, on a encore plus de tension avec le gouvernement. Il fera la rencontre d'une lesbienne dont je m'en fous et d'une scientifique dénommée Maria, qui est tout le temps à poil. Hino continue son programme de repopulation et dit à Raito qu'il va être papa, mais bizarrement le gouvernement japonais a pas l'air de trop aimer. Donc là, à travers World and Harem, on a ce que j'aime dans les mangas courts et dans les œuvres avec peu de personnages, des cliffhangers toutes les secondes. Dès qu'un personnage fait quelque chose, on stresse, on est là à se dire « Oh mais quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Genre, après Shota qui utilise ses 200 de QI en mode détective Conan, en comprenant que c'est pas le seul homme, car lui... on lui avait caché l'existence d'autres numéros. Lui, grâce à Karen, a pu se venger de la copine de son harceleur, et c'était le moment le plus satisfaisant de Shota, où, pour vous décrire la scène, elle a une chaîne autour du cou, qui pend, et quand elle l'appelle par le surnom humiliant qu'elle a utilisé pour le décrire, il lui tire la chaîne de toute force en disant que pour lui, c'est encore frais dans sa tête. En plus, il devient de plus en plus horrible avec elle, vu qu'elle est devenue addicte à des médocs. Il devient de plus en plus violent avec elle, jusqu'à la violer littéralement, car de toute façon, si elle obéissait pas, c'est Karen qui allait la faire souffrir, car tout ça, c'est l'idée de Karen. Cette femme est démoniaque et est vraiment un personnage horrible, et c'est du génie. Je le répète, mais avoir des personnages féminins se comporter comme les plus grosses des merdes humaines entre elles, et également face aux hommes, ça bouleverse un peu l'image qu'on a dans notre société. Et ça légitime le fait qu'une femme aussi peut se comporter de manière cruelle et violentant les hommes. Entre-temps, Raito le niait, j'en ai pas encore parlé, mais le truc qui m'a énervé pendant la première partie de l'œuvre, oui, l'œuvre est divisée en deux parties, mais il n'a aucune émotion négative, il est niais. Il est gêné quand on veut faire du sexe avec lui, il s'offusque, mais faut comprendre que ça se voit pas trop dans son regard. Les dessins étant magnifiques, quand il y a un regard noir, on ressent la haine du personnage, lui il n'a pas tout ça. Vraiment, il est gentil, ce qui est une bonne chose, mais on ne ressent que de la gentillesse chez lui. Même son sourire est niais. D'ailleurs, il a un mental de zinzin, car en quête de piste sur le virus MK, ayant découvert que Elisa travaillait dessus, décide d'aller dans un hôpital voir une proche d'Elisa, une dame âgée, qui lui fera un test en disant que s'il réussit, il aura des infos. Le test consistait à faire tout pour qu'il ait une érection, et ça ne marche pas. Le self-control qu'il possède est génial. Puis il y a le moment où on comprend que bizarrement tous ceux ayant fait des recherches sur le virus sont disparus, donc 1000 fois plus de questions. On repasse sur Shota qui se fait enfermer dans un placard par Akira pour le violer, car, je cite, elle n'en pouvait plus d'attendre. Et en lisant ça, j'avais envie que ça m'arrive, vu la peur qu'elle a. Mais elle s'excusera après. En plus de cela, Raito rencontre une Chloé Mansfield, une américaine qu'on retrouve ensuite en tenue militaire, arrêtant Raito et prenant le contrôle de la branche Jap de l'UW. Car, ça me semblait évident, mais les Nations Unies patriarcales n'existent plus, direction l'United Women, dirigée que par des femmes. C'est à ce moment-là que Shota comprend qu'il n'est pas le seul et qu'il doit sortir de cette prison dorée. Cependant, il sait qu'il ne peut pas faire ça sans Karen. C'est là qu'elle dévoile tout en disant qu'elle veut prendre le contrôle pas seulement de la branche japonaise, mais de l'UW mondiale. Shota fait un pacte avec elle et les deux s'entraideront, même si on le savait, dès le moment où elle dit vouloir le pouvoir, elle cachait quelque chose. Ce personnage avait quelque chose derrière la tête et la révélation du quoi est magistrale. Et bam, attentat, car oui, maintenant il y a des attentats. Oui, c'est toujours un truc avec du sexe dedans. Moi, j'ai acheté ça pour le sexe et ça parle de complot de personnages aux psychologies incroyables d'organisations terroristes où les femmes veulent s'accaparer les hommes maintenant que c'est une ressource. Et ils réussiront avec la secte Izanami qui arrivera à capturer le numéro 4. Pendant ce temps, Chloé fait part de la situation à Raito.
Là aussi, on sent que quelque chose ne va pas, puisque pourquoi elle serait là pile au moment où elle allait trouver des infos. Vraiment, les retournements de situation étaient des coups de maître, et l'auteur, Link, est parfaitement conscient. Lui-même disait qu'il comprenait les gens qui trouvaient le scénario trop compliqué. Mais il se défend, et je soutiens sa défense en disant qu'il ne voulait pas faire uniquement un manga avec du cul dedans. Il a su insuffler une vitalité dans son œuvre que le dessinateur Kotaro Shuno a su très bien illustrer. Les scènes de sexe, mais pas que, sont très bien dessinées. Vraiment, lisez le manga, même si vous aimez pas les scènes de sexe, l'histoire en vaut le coup. La relation qu'ils ont avec toutes les autres femmes sont magnifiques, où les numéros ne considèrent jamais les femmes comme leur appartenant, c'est avant tout des amis pour eux. Puis on se concentre sur le numéro 4, et là je vais commencer à parler en mal d'un défaut de l'œuvre. On voit trop le numéro 4 et le numéro 5 pendant pas assez longtemps. En gros, en 2 tomes, pour le 4ème et quasi toute la fin du manga pour le 5ème, on les voit beaucoup. Pour du sexe notamment, c'est pas inintéressant, mais comparé aux 3 premiers, c'est très nul. Ils ont beaucoup moins d'apport au scénario que les autres, surtout qu'à partir de là, vous aurez des scènes de sexe non amorcées. Genre, vous tournez une page et ça ken de nulle part. Le numéro 4, Zen Kinibushi, j'ai bien aimé qui il est. Où c'est un homme travaillant dans l'industrie pharmaceutique, il était marié et attendait un enfant au moment où il s'est fait cryogéniser, et juste avant de se faire cryogéniser, la femme de son patron décide de l'embrasser. Donc au moment de son réveil, il est enchaîné et servira, attention, d'esclave sexuel. Et oui, c'est assez surprenant car on a l'image que seules les femmes sont abusées. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas croire les victimes ou nier que les femmes sont les plus touchées par les violences sexuelles. Mais voir une œuvre où des femmes violent littéralement un homme, c'est audacieux. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé le fait de montrer ça car ça montre que oui, il y a des femmes qui doivent probablement faire ça. Le gros retournement de situation avec lui, c'est que parmi celles qui a participé à leur libération, il y avait la fameuse Elisa Tachibana, mettant le doute sur ses intentions. Et autre truc en plus, c'est que la dirigeante du clan Izanami est justement la femme du patron pour lequel Zen travaillait. On comprend que c'est elle qui sera sa responsable. Les scènes du village des Izanami sont bien, même si, comme dit précédemment, c'est un peu long et ça coupe un peu l'intrigue que l'on suit avec les autres numéros, qui est en plus hyper intéressante. En fait, le problème vient du fait que jusqu'à la seconde partie, l'auteur n'a pas bien réussi à implémenter la secte dans la trame de l'histoire. Ça sera justifié plus tard pour une raison simple et efficace sur le fait que le clan ne veut pas faire partie du plan du gouvernement, leur but étant de rester en autarcie sur l'île de Kyushu, d'avoir un mode de vie à part. Pendant ce temps, Karen et Chloé font de la magouille avec un combat pour savoir qui est la plus grande manipulatrice des deux. Cette dualité entre les deux personnages est énorme, comme les nénés de Chloé, c'est très intéressant à suivre. En plus, Chloé traque les numéros, surtout Reito qui part à l'aventure après avoir retrouvé Lisa, car oui, il la retrouve, et leur rencontre se passe différemment de ce que j'imaginais, où elle est froide, mais ça a un intérêt scénaristique. À partir de là, le manga part littéralement trop loin dans les révélations, mais cela pour mon plus grand plaisir. En plus, c'est là qu'il y a ma scène préférée avec Hino qui dit littéralement en face de Chloé en s'énervant « Ne crois pas que les hommes agiront toujours selon tes ordres, ma petite ». Franchement, c'est incroyable d'avoir un dialogue comme ça entre un homme et une femme, où c'est un homme qui ne veut pas obéir aveuglément à une femme pour défendre ses droits face à une tarée. J'ai oublié de mentionner des choses importantes, comme Shota qui utilise un incubateur de croissance pour grandir, et qui par la suite rencontre Reito et Hino, et qui a 200 de QI car lui et Karen sont au-dessus de tout, et vraiment Shota est responsable à 80% de pourquoi j'aime cette œuvre. Toutes les choses mises en place pour garder l'attention du spectateur est magistral. Son duo avec Karen, mais cette femme est incroyable. Et d'ailleurs, parlons d'une des femmes du harem de Shota qui sera injustement traitée, Shifuyu, que j'ai longtemps appelée Shifuyo par problème de lecture. Elle a un potentiel de zinzin, et ça a été gâché. C'est une fille d'apparence enfantine, elle a pas beaucoup de forme et pas encore majeure, mais elle a envie de faire avec Shota, qui refuse avant sa transformation en Neo Shota, donc le moment où il passe dans l'incubateur de croissance. Mais après, le fait qu'ils prennent de l'âge, on la revoit plus genre pendant 2-3 tomes.
On la revoit brièvement pour dire à sa grande sœur que tout va bien, puisqu'elle était inquiète avec l'attaque terroriste causée par Izanami. D'ailleurs, quand j'ai appris que Maria et Shifuyu étaient sœurs, j'étais sur le cul. Les deux n'ont rien à voir. Mais ouais, Shifuyu, on la reverra plus jusqu'au tome 15. Elle disparaît dans le Nether pendant 5 ans, car il y a une ellipse entre les deux parties. Moi, je pensais qu'on allait la revoir adulte, qu'elle aurait utilisé un car elle aurait utilisé des incubateurs de croissance. Or, c'est pas le cas. On retrouve la même fille avec le même corps d'enfant, et je trouve ça dommage de pas lui avoir donné sa chance avec Shota, car... Ok, elle a un corps enfantin, ok, elle a pas totalement 18 ans, mais elle voulait le faire avec lui. Sinon, elle serait pas là. Surtout qu'après, t'as une scène avec Ken, le numéro 4, où il se fait abuser par la femme de son patron, et sa fille. Pas lui, mais la fille de la patronne de la secte. J'ai trouvé cette scène très perturbante, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi Shifuyu et Shota, c'est non, mais eux, ça passe. Et tous ceux qui me diront que les créateurs et l'éditeur ne peuvent pas le faire parce que Shifuyu est d'apparence enfantine, j'ai envie de dire que dans ce cas, Suzuki Nakaba doit aller en tôle. Bref, je reprends ce que je disais avant, mais là, cette fois, la recherche pour faire un vaccin de la part de Reito et de toute sa petite bande, sans Mira, qui sera retenue captive par Chloé au Japon. Bon, je passe des détails jusqu'à l'arrivée à Hong Kong. Là, Reito rencontre une amie d'une meuf aidant Elisa et accessoirement notre protagoniste, qui est chinoise et répond du doux nom de Bing Bing. Et là, on a autre chose que j'ai adoré, avec un côté mystique de l'œuvre. Avec cette grand-mère qui prédit l'avenir et qui définit les numéros suivant des éléments, car leur prénom et nom de famille font référence aux éléments. J'ai adoré parce que j'ai beaucoup aimé le côté c'est les piliers du monde de World Ends Harem, où Hino c'est le feu, Reito c'est l'eau de par son nom de famille Mizuhara, Shota Doi c'est la terre, Zen Kinebushi c'est le bois, et le dernier nous est appris par une scène incroyable où les numéros sont réunis, en disant que c'est l'or qui manque. J'ai complètement oublié de mentionner que c'est au moment où on retrouve Eiza que l'on apprend que le vrai objectif de l'EW est d'éradiquer les hommes de la planète. Et qu'en fait, elle soupçonnait la branche japonaise de quelque chose. Donc ils sont venus couper le mal à la racine. Bon. Voyage vers l'Europe, vers un pays fictif d'Europe pendant ce temps. On continue à suivre Z dans l'enfer de sextoy humain et Shota dans sa prise de pouvoir. Là, on vient à autre chose qui m'a déplu, c'est que Zen se transforme littéralement en une espèce de dieu du sexe. Ça se base sur les mythes japonais, mais là où avant et même dans la suite de l'œuvre, on est très très proche du réel et c'est de la science-fiction, on garde des éléments du réel, on raconte pas que des absurdités. Là, le clan de mes deux, là, elles font une incantation où elles fouettent ce pauvre homme, puis il s'évanouit, et devient une bête voulant féconder toutes les femmes du village. Je dois en rajouter pour dire que fouetter quelqu'un 50 fois, ça fait pas ça. Dans l'œuvre, on te parle bien de problèmes de fertilité, en rappelant que c'est pas en niquant une fois que la femme tombera forcément enceinte, qu'une bonne santé aide à avoir un bon sperme, quoi. Je sais pas si c'est vrai, mais il traite aussi qu'apparemment le faire augmenterait légèrement les anticorps. Mais vous comprenez l'idée, on part du réel pour aller vers de la fiction. Là, avec la secte, on s'est éloigné de la science, mais c'est pas plus mal. Il y a aussi une tentative de viol où ma Karen que j'aime, a proposé à Shota de se farcir la préférée de Hino, étant donné qu'elle a pris le pouvoir de la branche japonaise de l'EW, et Shota le fait pas. Et elle savait qu'il n'allait rien faire. Hino l'engueule et Karen jouait d'une impunité totale. Et là, on commence à comprendre que Karen, c'est quelque chose. C'est le stéréotype de personnage que j'aime. Déjà, elle a 200 de QI. Elle est rusée comme une renarde et ça va bien avec son design. Elle est floue sur ses objectifs, elle aide Shota, mais en même temps sert ses intérêts, mais on sait pas trop c'est quoi ses intérêts. Côté Reito, on continue, ça part
Sa partie est pas inintéressante à suivre, c'est juste qu'il effectue sa quête, qui le mènera dans un pays fictif. J'ai bien aimé le fait que Chloé ait fait exprès de manipuler la grand-mère de Bing Bing pour piéger Reito. Et je passe les détails parce que niveau intérêt, la princesse Anastasia de Rosania, ou je ne sais plus le nom du pays, c'est une princesse que Reito devrait littéralement se farcir, mais qu'il refuse. On continue aussi de cultiver le mystère de Miss Suo, et d'ailleurs c'est l'une des révélations les moins impactantes de l'œuvre. Car Reito rencontre Madame Rani, chercheuse indienne qui est très belle en plus d'être à poil comme 80% des persos, et qui lui dit qu'il doit niquer pour faire son vaccin. Car ils étaient là-bas déjà à la présence de cristaux du virus, ou je sais plus trop. La scène m'a fait mourir de rire où Reito appelle Hino et cet abruti te sort « Ah, ça te fera enfin Ah, ça te fera enfin une raison de baiser. » Je sais pas pourquoi, mais j'étais mort de rire à cette phrase. Ensuite, on vient sur quelque chose de spécial. Je sais pas si c'est populaire au Japon d'avoir plusieurs prétendants ou prétendantes. En gros, on te sort que Reito doit passer une journée avec chacune des filles de son harem pour décider. Malheureusement, aucune ne sera choisie car Madame Tachibana cache quelque chose. Rien d'important, en plus, hormis le fait que, pour une fois, Reito montre de la personnalité. On l'avait jamais vu être aussi émotif, où il demande des comptes à sa demoiselle, qui lui raconte presque tout en disant qu'elle ne peut pas procréer, et que donc c'est pas une bonne partenaire. Reito, lui, s'en fout et met une pétée à Elisa, mais on le voit pas. J'en ai marre de pas le voir, car s'il y a bien une raison de pourquoi on continue d'aimer le parcours de Reito en tant que lecteur, c'est parce que, de 1, on se demande quand est-ce qu'il va tremper son biscuit, et de 2, comment il fera pour trouver une solution au virus MK. Et jusqu'au bout, l'auteur fera tout pour qu'il ne réarme pas démographiquement le Japon. Ça mal pour un bien, puisqu'on verra plus que les 3 autres numéros, sa relation avec les femmes qu'il côtoie. Je dis 3, et pas 4, parce que le 5ème est spécial lui aussi à son harem, plus proche que n'importe quel autre. Encore une fois, c'est pas une mauvaise chose, mais moi je misais tout sur Akane. En plus d'être bien foutue, elle est hyper sympa et très touchante. Maria me fait beaucoup rire, elle qui est plus dans un amour filial, sincère. Bing Bing, je l'aime pas, ni sa personnalité, ni son design, où je ne peux pas m'empêcher de voir Chun-Li de Street Fighter. Mais bon, après ça, raid militaire sur le pays où ils doivent partir. Et on a la révélation ultime que Mademoiselle Suo est un clone de Elisa. Et c'est caca comme révélation, car c'est comme le pourquoi Chloé déteste les hommes. Tu le vois à 10 000 à l'heure. La seule surprise, c'est que j'ai compris avec Gitom ce qu'étaient les accélérateurs de croissance dans lesquels s'était mis Shota. Moi, j'avais cru qu'il avait changé de style. Il montre qu'en fait, la filiale japonaise a chopé Elisa, fait un clone d'elle et l'a fait grandir puissance Mach 20. Ce qui a eu des dommages irréversibles sur la pauvre Mira. Mira qui vient de Miroir, mais franchement, dès que j'ai vu Mira, je me suis dit, c'est un clone. Et c'est comme pour Chloé, le pourquoi elle déteste les hommes, honnêtement, vous en voyez beaucoup des raisons pour qu'une femme déteste un homme. Enfin, c'est logique que sa haine vienne d'un traumatisme lié à un abus sexuel. Y a aucune surprise. Et c'est pour ça que je ne veux pas que dans Miraculous, Aglaé soit Lila déguisée. Parce que ça n'aurait aucun effet de surprise. La scène critique qui marquera la fin de la première partie où l'UW traque tous les numéros dans le but de les tuer, eux et leurs enfants, puisque Hino et Shota donneront naissance à des garçons, et le but de l'UW étant d'éradiquer les hommes, pas de pitié pour les bébés, oui c'est horrible. J'ai adoré Chloé juste pour ça. Avoir un manga où c'est les hommes, les victimes et les femmes misandrent le problème, c'est hyper intéressant. Pendant un moment de répit, Elisa demande à Reito de faire enfin du bam bam bam, mais à 3 avec Mira. La demande d'Elisa étant que Reito considère Mira et elle comme une seule et même personne. Et la scène est à crever de rire. Vraiment, quant à lui qui marche dans la grotte, parce que oui, ils étaient dans une grotte pour éviter les soldats de Chloé, et qui se dit pourquoi elle veut me voir si tard avec Mira, c'est forcément pour ce que je pense. Et ensuite le voir tout gêné quand Elisa propose de le faire à 3, c'est hilarant. Et gros problème de la partie 1 résolue, je parle pas du fait que Reito ne fasse pas de partie de Super Pinguino, je suis à court d'analogie, mais de l'expressivité de ce dernier.
on est dans un manga, le dessinateur Kotaro Shuno dessine extrêmement bien les expressions. Elles sont très marquées, et Raito, notre protagoniste, était le seul qui avait une tête de niais. Là, ça fait du bien de le voir gêné, paniqué, plus tard en colère. Un manga, c'est aussi fait pour donner des expressions aux personnages. Mais bref. Bon, ils font leur truc à 3, et j'ai bien aimé la scène, pour les raisons auxquelles vous pensez. La fin de la première partie du manga se fait de manière ultra tendue, et j'adore la tension. Il y a Hino qui vient d'avoir son petit enfant tout mignon, il y a Reito qui a enfin trompé son biscuit, mais surtout il y a l'UW continuant de les traquer. Lorsqu'ils sortent tous de la grotte, il y a celui qui détecte un sniper et couche immédiatement Reito par terre. Pour ceux qui ont écouté mon podcast sur Dr. Stone, vous savez que j'adore les scènes typées militaires où des personnages analysent la situation en 0,5 secondes. Malheureusement, Hino se fera toucher et tuer par la balle de Chloé. La scène est trop triste, t'as l'une de ses amantes qui pleure auprès de lui, tenant leur fils dans les bras, Hino donnant comme dernière parole le prénom de son fils et fait une demande à Reito, celle de surveiller ses futurs enfants. En plus, il y a Akane qui essaie de le sauver en vain malheureusement, et là on se dit que nos héros vont être vachement touchés et subir des dommages irréversibles de la part de Chloé. Mais THE retournement de situation apparaît. Au moment où l'autre pouf de Chloé dit que c'est la fin, t'as un avion qui explose et Karen avec une caméra grand sourire qui dit que c'était parfait. Puis il y a la secte Izanami armée jusqu'aux dents accompagnée de leur gourou le numéro 4 et de Shota. Les 4 numéros réunis, c'est juste une dinguerie, encore plus avec le côté mystique abordé précédemment. Et le mieux, c'est de voir que le manga en fait des tonnes. Entre la tête en décomposition de Chloé, qui voit son plan échouer, et qui en plus de ça, se fait balancer au public japonais, car c'est à ça que servait la caméra, à montrer en direct le vrai objectif de l'UW. Elle est donc obligée de quitter le territoire japonais pour cause de révolte, en plus de se faire menacer par Izanami. Karen Kamiya et sa tête de démon. Vraiment, quand elle voit Chloé échouer, elle a un regard couplé d'un sourire tellement sadique. Je vous ai dit que j'aimais ce personnage. Voir les 4 réunis ensemble, je le redis, mais c'est incroyable. D'ailleurs, c'est une autre chose que j'affectionne énormément. C'est les discussions entre les numéros qui sont très intéressantes, abordant des sujets profonds, surtout dans la suite de l'œuvre, et qui s'entendent tous très bien. J'ai aimé le fait qu'il n'y ait aucune animosité entre eux. Ils se respectent tous, ne font pas de guerre de zizi, ne se rabaissent pas l'un l'autre, et c'est vraiment cool. Même si après il y aura quelques tensions, surtout avec ma Lady Karen. En plus, elle joue aux échecs, et je vous dis, cette femme est trop forte. Je l'aime pour ça. Le fait qu'elle manipule littéralement tous les personnages s'en servant comme des pions, jouant sur plusieurs terrains en même temps, tout ça pour servir sa volonté de puissance, c'est fabuleux. En plus, même si au fond elle est pas vraiment méchante, on voit qu'elle a un petit côté malsain. Maintenant, la seconde partie du manga, Afterworld, où on est encore 5 ans après, et le manga part encore plus en cacahuète. Là, on est dans un monde où il y a un vaccin, et que donc on a pu décryogéniser des hommes. Sauf qu'il y a un retournement de situation quadruple. Chloé a fait exprès de donner des cristaux modifiés du virus pour qu'une fois créé, le vaccin protège certes du virus, mais fait perdre aux hommes tout désir sexuel, le fameux no-sex, et ça sera la nouvelle quête de Reito d'y trouver une solution. Lui qui, grâce au vaccin et à la popularité qui pesait déjà sur lui, est devenu chef de laboratoire du Japon, obéissant au président Shota qui, oui, est devenu président, grâce à, vous savez qui, Karen, qui en plus savait pour le no-sex, et on a fait peser toute la responsabilité à Reito. Trop de retournements de situation entre Chloé, Karen et Reito. Reito qui alerte sur le fait que Karen veut faire passer une loi pour autoriser les enfants de moins de 5 ans dans les accélérateurs de croissance, et là, mesdames, messieurs, Reito est émotif, lance un regard noir à Karen, lorsqu'elle lui demande comment se porte Mira. Tout est génial. En plus, je l'ai pas mentionné, car je trouvais ça un peu long, mais effectivement, quand on apprend que Mira est un clone, on apprend qu'elle a été formatée pour aimer Reito. Ce qui est horrible, mais hyper intéressant. C'était sorti de ma tête, je sais pas pourquoi c'est revenu là. J'ai trouvé ça intéressant de voir comment elle a grandi en accéléré, comment on lui a imposé son amour qui finalement est quand même sincère. Elle aime sincèrement Reito. En plus, il y a une scène
après cette petite confrontation avec Shota et Reito, avec Shota, où Reito refuse d'avoir un acte avec elle, et elle met la faute sur elle, ce que j'ai trouvé ultra triste. J'aime beaucoup Mira, même si elle a un défaut aussi énorme que sa poitrine, c'est son exploitation. La plupart du temps, elle est mise au placard. Là où, dans la première partie, je comprenais, car elle avait besoin de rester régulièrement dans des accélérateurs de croissance, en plus de cultiver le mystère sur elle, là, j'ai pas compris pourquoi Reito part sans elle. Enfin, il y a une raison, mais flemme d'aller chercher. De toute façon, depuis le début, je vous raconte tout un peu de manière découpée. Et j'en viens au gros problème de la seconde partie, Riku Kanemura, le 5e numéro. Faut savoir que la deuxième partie commence avec sa présentation et ses amantes. Mais là, j'ai pas aimé. Riku, en tant que personnage, la seule chose que j'ai trouvé surprenante est son âge. Il est jeune, il doit avoir 15 ans. C'est le seul de ses amis à avoir une attirance sexuelle envers les femmes, ce qui est crevé de rire. En fait, j'ai trouvé ça drôle que des mecs sortent « Ah, les femmes, c'est toutes des obsédés qui pensent qu'à ça !» Et Riku qui a honte d'avouer son envie de labourer de la femme. En plus de ça, je trouve que c'est celui qui a les relations les plus saines avec toutes ces femmes. Il en a 5, mais les 5 sont développés. Enfin, je veux dire qu'ils vivent tous les 5 dans la même maison, avec autant de proximité, forcément que les relations entre eux seront puissantes. Et ça, c'est super cool. J'ai jamais autant kiffé voir un personnage découvrir la sexualité. C'est mignon, innocent. À un moment, t'en as une qui est mal à l'aise, et il fait tout pour la rendre à l'aise avec lui. L'inverse est aussi vrai, où à un moment, elles sentent que le petit Riku va pas bien, et elles se disent, si on le faisait à plusieurs, pour 2 fois plus de plaisir, c'était sympa. Bien qu'horriblement long, et ça casse le rythme de l'œuvre, où pendant 3/4 d'un tome, on va le voir que lui. C'est long. Et oui, je sais que c'est fait pour montrer des parties de jambes en l'air, mais tu peux le faire avec les autres aussi. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, et avec lui, c'est encore pire qu'avec le 4ème, l'auteur n'a pas réussi à l'intégrer dans l'intrigue de l'histoire. Il fait sa vie, mais ça n'a aucun impact sur l'histoire. Et même quand, à la fin, il aura une utilité, ben, c'est un pansement sur une plaie. Il savait pas comment faire, il s'est dit, bon, allez, on raccorde ça comme ça, et ça marche. Avant que j'oublie, il faut que je parle de cette tarée qu'est Dobushita. Sa responsable attitrée par Karen. Elle est barge. En fait, elle est obsédée par le sexe et son désir de remplir sa mission, donc faire en sorte que Riku canne un max. Mais là, c'est malsain comme pas possible, où elle est contente et triste à la fois en le voyant faire. Elle est contente car il est productif, mais est triste parce que c'est pas elle. Ce personnage est malade, et elle m'a fait de la peine, surtout quand elle n'a pas pu se faire fourrer. Le point culminant de sa folie est quand elle parle à Karen, où elle voit en elle une déesse de la perversion, et la glorifie comme la sainte sauveuse de l'humanité. Mais ça m'a pas empêché d'aimer le perso. De toute façon, les obsédés atteintes amoureuses maladives, moi j'adore ça. Bon, les problèmes maintenant, j'ai tout misé sur lui. Quand on a su que son nom allait faire référence à l'or, je m'attendais à un personnage plus que spécial. Un personnage qui serait l'unique. Voire rajouter encore plus de folie dans l'œuvre. Car, comme dit plus tôt, on a des scènes et des histoires lugubres sur les personnages, et là tu me ramènes un gosse pour ton dernier personnage important. Enfin, moi, j'aurais adoré une petite touche d'exotisme autre que son âge. J'aurais aimé que ça soit un métis de peau, qu'il soit coloré. Dans un manga, ça reste encore très rare. Après, je comprends parce que c'est fait pour les japonais. D'ailleurs, on reparle de ça juste après. Un homo était la chose que j'aurais le plus voulu, car là, on aurait de tout. Un mec qui se laisse vagabonder dans la débauche, un autre qui refuse par principe, Shota qui se libère de son passé grâce au sexe, un jouet humain qui devient petit à petit consentant, et ça aurait été drôle, un homo juste pour voir comment il aurait forcé à se reproduire. Voilà. Je termine sur la fin de l'œuvre qui va assez vite, qui prend surtout le temps de développer les relations entre numéros et entre personnages. Je parlerai encore en vrac. J'aborderai surtout les scènes marquantes et la fin. Les discussions entre Reito et les autres numéros dans la seconde partie sont toutes très belles, avec Shota où il demande quelque chose pour résoudre le no-sex, ce qui conduira à une autre discussion avec Zen, que j'ai trouvé magnifique, les deux voulant se rencontrer, Reito lui demandant pourquoi il reste là, alors qu'à la base il est là pour servir
alors qu'à la base il n'était là pour servir de machine à satisfaire le besoin des femmes, ça répond sur notre mode de vie en disant que la société étouffe les hommes, mais surtout l'individu, qu'avant il n'était que du bétail travaillant pour une société qui prenait toujours plus de consommation, que son autre lui, du coup, ça se rapproche un peu d'une sorte d'état d'hypnose, quand il est en Izanagi, et en quelque sorte l'expression de tous ses désirs refoulés, que sur son île, en autarcie, les hommes peuvent être pères de famille, n'ont pas d'obligation vis-à-vis d'un rôle à tenir, et vu que c'est japonais, ben ça prend tout son sens, vu qu'on sait que le Japon est ultra archaïque sur ses traditions. Vraiment, c'est beau. Shota et Riku qui échangent sur le fait d'aimer une femme, et entre Reito et Riku sur la vie en général, c'était super. Ensuite, Akane qui aime Reito, et qui se fait rejeter, je trouve ça ultra triste. Vraiment, elle m'a fait de la peine quand elle pleure parce que Reito ne lui accorde pas d'attention. Autre chose sur Reito, mais on apprend en littéralement 2 pages qu'Elisa est morte. Vraiment, où elle a fait une transplantation d'organes pour sauver Mira, qui allait mourir du fait qu'on les biberonnait à l'accélérateur de croissance. Et c'est la pire décision de l'auteur de passer ça comme ça. On a passé 7 à 8 tomes à chercher Elisa. C'est un personnage hyper cute et tu m'annonces sa mort littéralement en 2 pages. C'est invraisemblable comme choix. Après, il y a Chloé qui se fait détruire par Karen, encore une fois. En fait, elle voulait la tuer pour ensuite prendre possession du Japon et tuer tous les hommes. Sauf que non. Une fois le pied posé au Japon, c'est Karen qui l'accueille avec une armée de militaires et un grand sourire malsain. C'est là qu'on apprend le passé de Chloé, qu'elle s'est faite abuser et que c'était un plan de l'UW dirigé par des misandres. Tu le vois venir à 14 000 km. Vraiment, il y a zéro surprise là-dedans. Après, elle va buter les dirigeantes du groupe. Mais bon. Pour finir, il y a l'acte final où Karen devient incompréhensible. Tout le mystère de Karen est d'une beauté, car à la fin, on la voit faire une action horrible. Et je trouve ça dommage qu'à la fin, on ne dise pas pourquoi elle faisait ça. Elle clone littéralement des milliers de Mizuhara pour satisfaire toutes les femmes qui voulaient de lui. Et à la fin, aux portes de la mort, elle dit qu'au fond, elle voulait pas de mal. Et tout finit bien pour elle. Enfin, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai aimé l'échange où Shota lui propose d'être sa femme, et j'ai pas pigé sur le pourquoi du comment ça ne se fait pas. Le dernier retournement de situation est celui où on apprend qu'une évolution du virus MK a muté pour tuer les clones et donc menace tous les Reito que l'autre folle créa, en plus de menacer la vie de notre chère Mira, et rebelote, même si là il y a une ellipse où Reito se tue à la tâche pour la ramener, ce qui suffit. Autre problème de cohérence est le moment où Mira a des souvenirs de Elisa, ce qui n'est pas possible, même en ayant ses organes. Ça marche pas comme ça, mais ok. Akane finit avec Reito au carré, ce que j'ai détesté, j'aurais préféré que Reito vive avec Akane et Mira, mais bon, la fin est bien comme elle est, la fin c'est une happy end, c'était sympa, j'ai rien à dire de plus puisque je vous ai saoulé pendant 1 heure, vraiment bien la PN, même si Reito bis et Akane ça m'a un peu déplu. D'ailleurs, l'auteur avait l'air d'anticiper cette remarque en montrant qu'Akane est quand même heureuse avec lui. Avant de terminer une bonne fois pour toutes, j'aimerais parler des messages de l'œuvre, surtout envers un public japonais, qui est la principale cible. Plein de fois, mais surtout dans la deuxième partie, on questionnera la société dans laquelle on vit. Et surtout le fait que c'est un harem où, à la fin, le héros se marie et fait des enfants. Est-ce que ça serait pas une manière cachée de promouvoir la natalité ? Je veux dire, on connaît la situation démographique du Japon absolument catastrophique. Est-ce que, pas que dans ce manga, mais aussi dans d'autres, on n'inviterait pas les Japonais à se marier et à faire beaucoup d'enfants ? Je pose ça là, après dites-moi si ma théorie est fumeuse. Hein. Il y a aussi ce message anti-société traditionnelle qui est incarné par leur mode de vie, vouloir profiter de ses enfants, ne pas subir de pression, ne pas genrer les rôles au sein d'une famille, et même à une échelle plus vaste de la société. Pour moi, ça fait écho aux traditions japonaises qui sont archaïques, que j'ai déjà mentionné plus tôt. Autre petit défaut du manga dont j'ai oublié de parler, mais qui m'a bien énervé pendant mes lectures, c'est les petites erreurs de traduction / fautes de frappe. Alors, c'est pas de grosses fautes à base de l'intention de base
n'est pas bien retranscrite, n'est pas bien transcrite, heureusement. Je vous donne des exemples dans le tome 2, au moment où Raito se fait kidnapper par l'autre folle du gouvernement, Sui, qui veut le protéger, dit ne faites pas de mal, dit de ne pas faire de mal à Monsieur Shino, sauf que c'est pas le bon prénom. Autre moment, il y a dans la seconde partie Maria qui est orthographiée Mario, Elisa qui normalement s'écrit à la française, mais une fois tu le vois écrit avec un R, à la japonaise. Voilà, c'est pas non plus hyper dérangeant, mais ça casse un peu le délire. Voilà. C'est la fin de ce podcast, désolé de vous avoir saoulé pendant 1 heure, désolé si je me suis beaucoup trop répété, désolé pour mes tics de langage, oui, je le dirai à chaque podcast car je m'exprime mal, bien que je le dise beaucoup, que j'écoute des podcasts et des discours de ministres, merci énormément à tous ceux qui m'auront écouté jusqu'au bout, dites-moi si vous préférez que comme là, je fasse que de la narration en donnant mon avis sur les scènes des séries, mangas et romans que j'étudie, ou si, comme pour Miraculous et My Little Pony, vous préférez que je fasse un texte plus structuré et condensé abordant plus synthétiquement mon avis sur l'histoire, les personnages, la mise en scène, les thématiques. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. J'espère vous avoir quand même donné envie de lire le manga, parce que Link a un talent majestueux pour le scénario. Bon, j'ai assez parlé moi, c'était l'Ermite Toto, et je vous dis à la semaine prochaine, allez salut!